Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Je suis hyper contente d'être là oui, et je suis aussi. hyper contente d'être rencontrée enfin depuis le temps. C'est hyper cool et je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui vont parler à tellement de gens. Donc tu vois, peut-être que c'est la première pierre de ton nouvel édifice. Peut-être, qui sait. Comment tu te présenterais déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas? Il y en a peut-être qui te suivent déjà sur les réseaux. Moi, c'est Elodie, j'ai 38 ans. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de presque 9 mois. Quelques jours. Ça, c'est un cap que je trouve assez intéressant, les 9 mois. Tellement entendu parler de 9 mois dedans, 9 mois dehors. Ah ouais, c'est vrai. Et je commence aussi à me ressentir bien. Sinon, sur les réseaux, je suis surtout présente en tant que Lélo Bidouille. Je dirais un petit peu comme toi, avec beaucoup de casquettes, ou du moins beaucoup d'envie. Là, actuellement, c'est plus beaucoup d'envie que beaucoup de casquettes. J'ai commencé, c'était les Le Bricole, et je me contentais, entre guillemets, de rénovation de meubles. Ok, mais tu sais que je savais pas ça. Et de customisation de vieilles fenêtres. Après, ça a dévié sur la couture, pour moi. Puis les copines qui te disent « Ouais, mais moi, j'aimerais bien aussi. » Donc, tu fais pour les copines, et puis après, voilà. Je suis une créative un peu hyperactive. Moi, je le mets sur l'hyperactivité. Donc, à mes heures perdues, j'aime explorer plein d'autres choses, comme l'aquarelle, comme toutes sortes, le modelage. Et j'ai toujours, dans un petit coin de ma tête, en fait, d'autres choses plus pour apporter quelque chose aux gens. Donc, même dans le cadre des activités créatrices, peut-être des ateliers, voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok. Avec tout ce que tu nous as dit, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec quoi est-ce qu'on pourrait se dire « Ah, on connaît vraiment Elodie, là » La couture, quand même, je pense. Couture zéro déchet, surtout. Ça, c'est le truc qui prend le dessus. Ouais, c'est ce qui, en tout cas, jusqu'à maintenant, a pris le dessus. Ouais. Là, il y a eu cette pause maternité, je reprends gentiment, et puis ça va gentiment changer, je pense. Mais sinon, de ce côté-là, c'est plutôt ça. Ok. Et sinon, quand même, il y a beaucoup de gens aussi qui me suivent sur le compte de Lélo Bidouille pour le fait d'avoir parlé en fait, de mon parcours PMA de manière très ouverte et sans tabou, ou presque, parce que c'est très tabou. Je trouve encore en Suisse. Et si on veut que les choses elles changent un peu et puis que la prise en charge elle change, en fait il faut que la parole elle se libère. Ouais. Et je pense que tant que ça se libérera pas, on n'arrivera pas à faire bouger les choses, quoi. J'ai 2 questions avant qu'on revienne sur ce sujet. C'est un petit peu pour voir un petit peu qui tu es, comme ça quoi. Quel a été un moment dans ta vie, un moment décisif, un peu comme un tournant qui a peut-être changé ton comportement, ta perception, ta manière d'être pas forcément autour de la maternité, mais de manière générale. Mais de manière générale, je pense que c'est quand même la fertilité, en fait, parce que j'ai eu pas mal de prises de conscience le jour où j'ai appris que j'étais atteinte d'un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, parce qu'à l'époque, mon gynéco m'a dit vous avez un SOPK, s'il n'y a rien de spécial, on se revoit l'année prochaine. Okay. Alors que j'avais stoppé ma contraception, que je voulais dire, j'avais pas stoppé ma contraception pour les prunes, quoi. Enfin voilà, on avait déjà le projet bébé. Et je me suis renseignée par moi-même, du coup, parce qu'aucune info. Ok, donc lui, il t'avait renvoyé comme ça. Ouais, merci, au revoir, quoi, tout va bien. Et puis, je suis assez vite tombée sur des comptes, surtout en France, qui parlaient du lien avec les perturbateurs endocriniens, avec l'alimentation, avec... voilà. Et c'est un peu ça qui m'a encore plus poussée dans le zéro déchet. Et qui m'a aussi, du coup, fait coudre des choses en lien avec ça. Pourquoi ça t'a poussée dans le zéro déchet par rapport aux perturbateurs endocriniens, etc. Parce que y avait quand même beaucoup de choses qui revenaient sur tout ce qui était suremballage, tout ce qui était alimentation pas très clean. Donc voilà, je me suis plus tournée. Et à l'époque, ma maman avait un magasin et puis elle est aussi partie dans cette démarche magasin vrac.
Donc voilà, ça c'était un petit peu rejoint, mais je crois que moi c'est vraiment ce côté. Alors, envie d'avoir un enfant, mais le côté santé finalement, parce que ce SOPK c'est quand même. Alors, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, mais qui a des effets sur la santé, que ce soit diabète, que ce soit problème de cholestérol, enfin, etc. Il peut y avoir plein de choses. Et ouais, vraiment. Et j'avais besoin de certaines choses que je trouvais pas ici ou que je trouvais chères. Où je devais faire venir de France, puis que j'étais pas trop dans cette optique. Puis c'est un peu ça qui a fait prendre vraiment un virage à ma vie où j'ai passé plus de temps à créer parce que ça me permettait aussi de me vider la tête. Enfin, ouais, ça c'est un peu tout, finalement, tout mélangé. Et ça, juste pour situer, c'était en quelle année, à quel moment? Il y a 10 ans environ. Ok. Dans la même idée, dans ta vie de manière générale, qu'est-ce qu'on a pu te donner comme conseil? Un conseil ou bien peut-être te dire une fois un truc qui est resté un peu dans un coin de ta tête et qui te vient comme ça spontanément là? Oh, un truc comme ça qu'on m'a dit. Mais si, peut-être. Alors, ça va être rien à voir, hein, mais Non, une maîtresse d'école secondaire. Parce qu'en fait, à l'époque de l'école secondaire, j'avais un rêve, c'était d'être enseignante enfantine. J'avais eu des enseignantes enfantines et primaires absolument exceptionnelles. Et puis, je trouvais ça magnifique. Enfin, je trouvais qu'elles avaient. Enfin, surtout ma maîtresse enfantine qui me prenait même pour dîner à midi. Enfin, voilà. Et j'avais vraiment gardé ça en tête. Et j'avais en tête de faire maîtresse d'école enfantine. Et ma prof d'anglais de l'époque, qui est décédée il y a quelques années, m'avait dit « Ah non, mais tu peux pas aller au gymnase, t'as pas la capacité, t'es bébé. » Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas, j'avais 14-15 ans. Puis je me suis dit « oui, en fait, je suis pas capable. » Alors qu'il lui aurait suffi de me dire si tu travailles un peu, peut-être que tu aurais les capacités de faire les examens pour aller au gymnase. Et puis voilà, mais elle l'avait vraiment tourné dans l'autre sens. Donc moi, je m'étais dit « Ouais, bon, Mais ouais, ça, c'est un truc que je... Et du coup, ça a fait quoi? Quel rôle ça a joué pour toi, ça? je pense que ça a quand même joué un rôle où, au jour d'aujourd'hui, je me dis, si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye. À l'époque, pas, parce que je pense que j'avais... à 14-15 ans, je pense pas que j'avais cette capacité. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, mon travail actuel, j'ai aucun diplôme. Je travaille dans la vente, j'ai jamais fait de diplôme dans la vente. Ça me fait penser à une deuxième chose qui me reste aussi en tête, c'est ma dernière directrice en crèche, qui elle disait toujours qu'elle engageait pas les gens en fonction du diplôme, mais en fonction justement des compétences. Et puis je me dis que voilà, au jour d'aujourd'hui, malgré ce qu'on m'a dit à l'âge de 14-15 ans, j'aurais peut-être pas peur de postuler pour un travail, même si j'ai pas le diplôme. Voilà, j'oserais mettre en avant ces compétences que j'ai, même que j'ai pas fait de diplôme. J'ai fait un post à ce sujet-là il y a quelques semaines. C'est quasiment du copier-coller de ce que tu me dis. C'est marrant. Hein. Ah, c'est marrant. C'est fou, comme ça reste gravé, quoi. Oui, parce que je me dis, voilà, j'en ai 38, donc c'était il y a plus de 20 ans. Mais c'est resté. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est positif. Je pense qu'à l'époque, ça m'a été, entre guillemets, négatif. Je mets entre guillemets, parce que... je pense que ça dépend beaucoup du caractère. Parce que moi, ça m'a mis un pied aux fesses, puis je me suis dit, tu vas voir. Ouais, voilà. Donc, par contre, c'est hyper dangereux, entre guillemets, parce qu'on peut le prendre vraiment des deux côtés. Donc... pour revenir sur la PMA, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la PMA, nous expliquer un petit peu le sujet? Du coup, la procréation médicalement assistée, comme je disais, il y a environ 10 ans, quand on s'est rencontrés avec mon mari, assez vite, on s'est dit, ok, voilà, advienne que pourra. Moi, j'ai arrêté mon contraceptif en se disant bien, de toute façon, la majorité des couples, c'est quand même 1 année, voire 2 ans avant que ça fonctionne. Et puis, il s'est avéré que très vite, on s'est rendu compte que de mon côté, ça fonctionnait pas. On va dire ça comme ça. Tu dis de ton côté, mais parce que c'était... comment... en fait, quand j'ai arrêté c'était de ton côté? Quand j'ai arrêté mon contraceptif, j'ai pas eu mes règles, tout simplement, pendant plus d'1 année. Je fais des allers-retours chez le médecin qui me disait toujours non, mais ça va revenir. Et puis non, ça revenait pas. Et puis voilà, comme je disais au début, un jour mon gynéco me dit ah oui, alors c'est les ovaires polykystiques. S'il y a rien de spécial, on se voit dans 1 année. Et moi je suis sortie de là. Alors ça, je le dis toujours avec une culpabilité énorme.
ça peut paraître très bête, hein, mais par rapport à notre couple, de dire, en fait, c'est moi qui fonctionne pas. Donc, si on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est de ma faute. S'en est suivi plusieurs années on va dire, de calme. Enfin, on s'est un peu lâché la grappe. J'ai essayé de mettre des choses en place de manière naturelle, que ce soit par l'alimentation, par la phytothérapie, enfin, différentes choses. J'ai changé de gynéco. Là, oui, ça a duré 5-6 ans. Et puis, j'ai rechangé de gynéco. Et là, on a eu une prise en charge qui était quand même très différente, où on s'est aussi posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait chez monsieur. Parce qu'au final, moi, j'ai réussi à rétablir plus ou moins des cycles. Pas tous les mois, mais voilà, j'avais des cycles quand même corrects de temps à autre. Tu as réussi à le faire avec ce que tu avais mis en place au niveau naturel Oui, ou bien... Oui, quand même. Alors, j'ai beaucoup... Tu vois, je n'avais pas déjà idée qu'on pouvait faire des choses pour... Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est assez particulier parce qu'il y a autant de syndromes que de femmes. On a un peu toutes des symptômes différents. Moi, par exemple, j'ai pas un fort surpoids. Il y a des personnes qui, rien qu'en regardant un verre d'eau ou une salade, prennent déjà 3 kilos. Moi j'ai une connaissance qui a un SOPK qui fait plus de 100 kilos et puis elle peut manger que des pommes, ça ne change rien. Donc c'est vraiment un syndrome assez bizarre parce qu'il y a un lien avec l'hypophyse, mais il y a aussi un lien hormonal et puis c'est très particulier. Mais moi j'avais réussi, oui, entre les plantes et l'alimentation, en faisant attention à tout ce qui était inflammatoire en fait, parce que moi j'ai un SOPK, il y a un peu plusieurs profils et je dirais que j'ai un SOPK inflammatoire. Donc tout ce qui est inflammatoire, gluten, lactose, alcool... Donc c'est des intolérances, gluten, lactose. Non. C'est quoi? Quand tu dis inflammatoire, ça se... Comment est-ce que ça se... comment est-ce que ça se... Comment on dit comment ça sort, quoi? Comment ça se manifeste? Alors ça se manifeste pas vraiment... C'est pas vraiment des intolérances où je pourrais être dérangée digestivement, par exemple, ou des choses comme ça. C'est plus que du coup, mes cycles avaient tendance à se rallonger dans les périodes où j'ai trop d'inflammation. Il y a un lien aussi avec tout ce qui est moral. En fait, l'anxiété et l'inflammation, c'est un lien. J'ai appris tout ça et puis j'ai travaillé dur pour essayer de rétablir un peu, mais il se passait rien du tout. Et puis, à terme, honnêtement, manger sans gluten, sans lactose, pour moi, c'était pas gérable au quotidien. Mais dis-moi si je me trompe, si tu vois pas de résultat. Oui, c'est ça. Alors, j'avais une différence. Mes cycles étaient un peu plus courts, mais je veux dire, en 6 ans, on a quand même... Il n'y a toujours pas eu de grossesse, donc... par rapport à ça. Ouais. Puis, j'allais un peu mieux, mais je me suis aussi rendu compte que mon corps, pour fonctionner, on va dire, plus ou moins bien, j'ai peut-être pas la parfaite santé, mais je veux dire, plus ou moins bien, il a une tolérance. Je sais que je peux pas abuser, je peux pas... les produits laitiers, par exemple, j'utilise de la crème en cuisine. De temps à autre, je mange un produit laitier vraiment, mais sinon, fromage, beurre, ça passe. Le reste, je sais que ça passera pas. Je sais que je serai dérangée digestivement. Là, ça créera plus de problèmes. Gluten, pareil. Depuis ça, par contre, je mange pas sans gluten, mais j'ai supprimé au max tout ce qui est ultra raffiné. Tout ce qui est farine blanche, j'essaye de prendre des vieilles céréales. C'est avec gluten, mais des vieilles céréales, des choses comme ça. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, le SOPK, ça touche vraiment, ce côté inflammation, ça touche vraiment le cycle, quoi. Chez moi, oui. Mais effectivement, tu me disais, chez chaque femme, ça peut être très différent. Se manifester de mais moi, c'est vrai que plus je sentais des symptômes inflammatoires dans mon corps, que ce soit des douleurs cervicales, plus mes cycles ils avaient tendance à se rallonger. Donc... pour moi, il y a vraiment ce lien qui s'est fait. Et puis, en changeant de gynéco la dernière fois, parce que c'est toujours mon gynéco, lui est très... il est très cool parce qu'il n'est pas du genre à pousser. Donc, il savait que, moi, ce qui n'était pas naturel, c'était pas trop... J'étais un peu réfractaire au début à la procréation médicalement assistée à cause des traitements. Et puis il m'avait dit, on va déjà refaire une batterie de tests, on va faire des tests aussi chez monsieur, parce que on met toujours le doigt chez les femmes, mais souvent les causes d'infertilité, elles sont quand même multifactorielles dans les couples, et il y a de plus en plus de cas où c'est les deux. Et il s'est avéré que 1 à 1 balle au centre, il y avait aussi des problèmes chez monsieur. Ça a été un énorme soulagement pour moi. C'est con, hein, mais...
voilà, de savoir qu'il avait aussi un problème, ça m'a quand même soulagée. Mon mari, il a dû subir une intervention parce qu'il avait des varicocèles, donc des varices testiculaires. Ok. Qui font que la température des testicules augmente à cause des varices. Et du coup, ça tue les spermatozoïdes en fait avant qu'ils aient le temps. C'est un bon moyen de contraception. Oui, alors... mais nous, c'était pas l'effet recherché. Ouais. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là. Et quand vous avez trouvé ça, c'était à quel moment, là, dans ces 10 ans à peu près? Ouais, c'était il y a... alors, Léon, on va dire, il va avoir une année. Hein, Ouais, grosso modo, c'est juste pour... Grosso modo, il y a 3-4 ans. Ok. Donc toi, en fait, tu as quand même passé 6-7 ans avec beaucoup de culpabilité, entre guillemets, sur tes épaules. Puis beaucoup de charges. J'ai l'impression que c'était c'était une grosse charge pour moi dans le sens où il fallait faire attention à ce que je mange, il fallait penser à faire du sport, il fallait penser à se détendre, il fallait penser... Et de l'autre côté, finalement, il fallait rien faire. Enfin... Ouais, il pouvait vivre sa vie de manière naturelle, enfin, il n'y avait pas de problème. Donc c'est vrai que ça a été, voilà, même si c'était, on va dire, une difficulté de plus, ça a été quand même un soulagement. Oui. Après, là, du coup, ça a pas mal retardé les choses parce qu'il a fallu qu'il se fasse opérer. Quand il y a ce type d'opération, il faut attendre minimum 3 mois. Ouais. Enfin, voilà. Et entre deux, ma sage-femme, qui a été ma sage-femme pour mon accouchement, qui est une amie, m'avait dit, mais écoute, je connais un couple, ils ont été suivis à l'UFN, donc l'unité de fertilité neuchâteloise, parce qu'il faut dire que dans le Jura, en fait, on n'a rien, enfin, il n'y a pas de spécialistes en fertilité comme il y aurait au CHUV, à Neuchâtel. Okay. Donc en fait, c'était soit Neuchâtel, soit Lausanne, soit Bâle, soit Berne, soit Zurich, parce que ça implique... c'est rude de... Les allers-retours. Ouais. Alors par chance maintenant, mon fils a été fabriqué dans le Jura parce qu'on a depuis peu une spécialiste qui travaille dans le Jura. Okay. Mais du coup entre deux, voilà, cette amie qui est sage-femme me dit mais tu crois pas que vous devriez quand même, au moins demander un avis, ça vous engage à rien. Le premier rendez-vous, mon mari a dû se faire opérer, donc ça a prolongé. Et puis ça c'était il y a, on va dire environ 2 ans. Où là, on a commencé d'être suivis finalement à Neuchâtel. Donc, PMA, procréation médicalement assistée. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs possibilités. Nous, de base, avant l'opération de mon mari, il nous proposait de faire une fécondation in vitro ICSI, c'est les plus poussés, où en fait, ils sélectionnent les spermatozoïdes qui sont... assez mobiles, assez vigous, assez en forme, et ils vont directement, ils leur laissent pas faire le chemin en fait. Ils les prennent et ils vont directement les mettre dans les ovules pour que, voilà. Donc ça, on savait avec mon mari qu'on n'accepterait peut-être pas, parce que ça peut paraître très con, mais la FIV en Suisse n'est pas du tout remboursée, mais pas du tout, il n'y a rien qui est remboursé. Et pour une FIV-ICSI, à l'époque, il nous parlait d'environ 10 000 francs. Et alors, c'était pas une question de les avoir, de pas les avoir, mais c'était une question de se dire, moi, de par mon parcours professionnel, de par des familles que j'ai pu rencontrer, j'avais pas cette envie de faire porter à mon enfant le poids de mon parcours. Et j'avais vraiment l'impression que j'aurais du mal à me détacher de finalement ce que m'aurait coûté mon enfant en passant par là. Ça te donnait l'impression... De l'acheter. De l'acheter en fait. Et du coup, c'est ça qui était difficile à... Absolument, ouais. C'était un frein pour nous vraiment pour la FIV. Donc la FIV ICSI, après il y a la FIV standard où là on laisse les spermatozoïdes trouver l'ovule mais en milieu externe. Donc on va prélever les ovules, prélever les spermatozoïdes. Et nous, en fait, on a pu au final faire ce qu'on appelle les inséminations artificielles. Quand les règles se déclenchent, on doit appeler le centre de PMA pour le premier rendez-vous. À ce moment-là, J3 à peu près, on va faire un contrôle pour voir que ce soit bien des règles, qu'il n'y ait pas d'adhérence, de choses. Alors, je vous passe les détails de tout ce qu'il y a eu avant comme contrôle divers et variés. On pourra peut-être y revenir, mais voilà.
Et à partir de ce 3e jour, on commence des injections d'hormones ou d'inhibiteurs d'hormones à un dosage que le centre de PMA nous donne. Et moi, mon parcours, c'était que, en gros, tous les 3 jours, je devais me rendre à Neuchâtel le matin à 7h. Donc, au début, je le faisais en voiture et très, très vite, j'ai opté pour le train parce que c'était lourd physiquement et émotionnellement, mais physiquement aussi. Donc, je partais d'ici vers 5h15. Et en fait, c'est très... ça fait très industrie quand même, parce que j'arrivais à Neuch et puis on était des fois 15, 20 en salle d'attente. Et tu passes chacune ton tour, en fait, t'as pas rendez-vous. C'est première arrivée, première servie. Et puis là, tu as droit à une écho interne pour voir en fait si les follicules ovariens se développent ou pas. Si ça se développe pas assez vite au goût du médecin, on augmente les doses. Si ça se développe trop vite, on stoppe parce qu'il y a un risque de surstimulation. Et c'est vraiment un suivi presque, je vais pas dire au millimètre, mais, oui, mais si, mais presque, hyper, oui. Ouais. Après, ça dépend les endroits, mais des prises de sang aussi. Parfois à chaque rendez-vous, parfois pas, pour voir justement si les hormones sont en train de faire ce qu'elles ont à faire ou pas. Et en général, quand on arrive à avoir un follicule ovarien qui est assez mûr, ça, il le voit par rapport à la taille. Soit, là, tu as une prise de sang, et soit le corps fait tout seul le job pour lancer l'ovulation, soit on te déclenche l'ovulation. Donc là, on te dit, voilà, tel jour à telle heure, vous devez faire cette injection. Ça va être très dur pour moi parce que c'est une plus grande piqûre. C'est les injections standards. C'est quoi, qu'est-ce que tu entends par une plus grande piqûre? C'est une vraie seringue. Ok. Que les injections, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit peu comme ce que peuvent avoir les diabétiques. C'est une petite aiguille comme ça qu'on va juste piquer dans le ventre, puis on presse un bouton, puis ça injecte tout seul. Que le déclenchement, c'est une seringue. Il faut enlever la bulle d'air. Il faut... Donc voilà, et puis là on te dit, voilà, tel jour à telle heure tu fais ça, et à partir de maintenant, t'as plus le droit d'avoir de rapports sexuels, t'as plus le droit parce que il faut que du côté de monsieur on préserve aussi les spermatozoïdes. Donc faut avoir eu des rapports genre juste avant, mais à partir du moment où tu déclenches, faut plus, parce qu'il faut 3 jours. Enfin, c'est hyper mesuré, quoi. C'est hyper mesuré, c'est hyper clivant pour le couple, parce que finalement, plus rien n'est spontané. Et puis là, on te déclenche l'ovulation, et puis en général, dans les 2 à 3 jours qui suivent, tu vas faire l'insémination. Donc là, le sperme est recueilli, nettoyé, trié. J'ai appris plein de choses, on appelle ça capacité, pour garder en fait que ceux qui sont viables, qu'on va mettre dans une solution multivitaminée. C'est quoi capacité? Je reviens juste... C'est le terme qu'ils utilisent pour la préparation du sperme. Ça n'a rien à voir avec la capacité? Non, absolument, non. Ok. Et là, après, tu vas faire une insémination, donc c'est-à-dire que le médecin, en fait, avec une seringue et un cathéter, va dans ton col, insérer directement dans le col, en fait, insérer les spermatozoïdes pour qu'ils aient un moins long chemin pour rencontrer l'ovule. Et après, là, t'attends 14 interminables jours pour faire un test de grossesse. Et puis, si c'est pas positif, tu recommences. Et il faut savoir qu'en Suisse, les inséminations sont remboursées à coût de 3 inséminations sur 1 année maximum. Donc en fait, tu n'as absolument pas le temps de faire de pause parce que les centres de PMA, ils ont quand même des vacances de temps en temps. Pas beaucoup, clairement. Hein. Ça bosse 6 jours sur 7, et puis y compris les jours fériés, et puis voilà. Mais en tant que couple, tu peux pas te dire « Oh, allez, si on se planifie des vacances », et puis... Donc voilà, en Suisse, on n'est quand même pas... Enfin, pour ce que j'ai pu échanger avec des gens qui habitent en France, par exemple, on n'est quand même pas super aidés de ce côté-là. Pour calibrer par rapport à la moyenne, enfin, je veux dire 3 sur 1 année, et du coup, pour avoir une idée, toi, t'en as fait combien? Alors, sur une année, sur une année, on en a fait 5, en fait. Ok. Ouais. Et ça, c'est beaucoup, ou c'est contraignant C'est contraignant. Alors, des traitements, j'en ai eu quasi tous les mois. Ok. Donc ça, oui, mais après, des fois, il n'y a pas eu d'insémination parce que ça tombait un dimanche, ou des fois, c'est aussi moi qui ai dit, non, ce jour-là, je ne peux pas me libérer. Donc en fait, dans ces moments-là, ils nous conseillent ce qu'on appelle les rapports programmés.
Donc, ils te disent, vous allez ovuler à peu près... donc t'essayes quand même, de manière naturelle, voilà, vous faites naturel, entre guillemets. Un petit repas chandelle, et puis... C'est ça, mais c'est samedi à 15h. Ouais. Ah ouais, par exemple. C'est hyper précis comme ça. Pas à ce point-là, mais presque, quoi. Okay. En gros, ouais, ça sera samedi dans la journée, donc... ce sera un 4 heures chandelle. C'est ça. Et puis, c'est super romantique, tu vois. T'as hyper envie... Ouais, mais c'est ça, mais t'as hyper envie de faire l'amour quand tu sais que tu dois faire l'amour ce jour-là, entre telle heure et telle heure, pour peut-être avoir un enfant. Ouais. Et puis, en fait, on a fait ça pendant une année. Et puis, en fait, plus ça avançait, plus les résultats de mon mari étaient mauvais au niveau du nombre de spermatozoïdes et tout. Et puis, ce qu'on dit peu, c'est que la fertilité masculine, elle dépend aussi du moral et du stress. Ouais, mais ça fait tellement de sens. Oui, alors la nôtre aussi, hein, mais on en parle encore moins pour les hommes. Et puis c'est vrai que pour nous, ça devenait quand même pénible d'aller à Neuchâtel pour qu'à chaque fois on nous dise, au final, en fait, la dernière insémination qu'on a fait à Neuchâtel, ils nous ont dit, en fait, ça vaut même pas la peine de la faire parce qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes, donc il n'y a aucune chance que ça fonctionne. La première, il y en avait déjà pas eu du tout. Donc il y en a 2 qui sont tombés à l'eau parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de matériel, on va dire ça comme ça. Et puis là, on a pris cette décision d'arrêter parce que, mon gynéco m'avait dit qu'il y a une nouvelle gynécologue qui commençait dans le Jura, qui vient du CHUV à Lausanne, qui est spécialisée en fertilité. Et puis, on s'est dit, en fait, il nous restait environ 3 semaines jusqu'à la fin des remboursements. Puis on s'est dit, on n'a plus rien à perdre. Parce que de toute façon, par la suite, c'était plus remboursé. Donc on s'est dit, voilà, il n'y a plus rien qui nous freine, en fait. On était un petit peu résignés à se dire, on n'aura peut-être pas d'enfants. On a acheté un bus qu'on a aménagé, mais qui n'est pas du tout aménagé pour 3. Et puis voilà, dans ce parcours, mon mari a aussi décidé de se mettre à son compte, ce qu'il ne voulait pas faire parce qu'il avait toujours peur si on avait des enfants, de ne pas être assez présent, etc. Puis un jour, je lui ai dit, mais maintenant, faut y aller, quoi. Parce que si on attend toujours, on n'arrivera à rien. Et puis on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été vraiment hyper bien pris en charge ici à Delémont par cette doctoresse, parce que normalement, quand on change de centre de PMA, on est censé recommencer les examens à zéro. Ah ouais. Et puis, quand tu es arrivée et que je lui ai expliqué, et puis que je lui ai dit qu'il nous restait... je crois que c'était mi-avril, et il nous restait jusqu'au 3 mai. En fait, on remboursait les traitements jusqu'au 3 mai. Après, et quand tu dis jusqu'au 3 mai, c'était quoi Alors, en fait, quand tu commences ton parcours, c'est ça, tu dis qu'est-ce qui détermine En fait, quand tu commences ton parcours PMA, au moment où tu achètes ta première seringue d'injection, c'est le début des remboursements de la caisse maladie. Okay. Et du coup, ça s'arrête 365 jours après. D'accord. Donc moi, j'avais acheté mon premier traitement le 3 mai 2022. Ah, donc en fait, c'est une année... jour pour jour. De touche de... Enfin, c'est pas que tu peux refaire 2 ans après, quoi. C'est une année... c'est une chance. Enfin, une année, une chance, quoi. Oui, exactement. Ok, je comprends. Et puis elle m'a dit, voilà, vous avez vos dernières prises de sang, vous connaissez les dosages, on essaye comme ça, et puis advienne que pourra. Elle m'a dit, on va juste essayer de doser un peu plus bas, parce que, elle m'a dit, voilà, je connais pas encore comment votre corps y réagit et tout ça. Et puis voilà, puis on a recommencé ce dernier cycle, mais dans une énergie différente. Alors ça, il y a plein de gens qui y croient pas, mais voilà, moi je reste convaincue que l'énergie des gens qui gravitent autour de ce projet ont de l'importance, que ce soit notre énergie à nous ou l'énergie des professionnels qui s'occupent de toi. Et puis voilà, on a fabriqué notre petit garçon le 3 mai 2023. Ok. Et elle a été exceptionnelle parce que j'ai consulté cette doctoresse même les jours fériés, chose qu'elle ne fait pas normalement. Mais voilà, on était un peu sur nos dernières chances. Et puis, il y a eu des énergies très différentes. Mon corps a réagi de manière très différente. Ici, dans le Jura, il n'y a pas de laboratoire spécialisé pour la préparation du sperme, donc c'est le laborantin de l'hôpital qui s'est occupé de ça. Mais du coup, c'est moi qui suis allée amener l'échantillon. On a fait le prélèvement à la maison.
J'ai vu le monsieur à qui j'ai donné ma petite fiole remplie de spermatozoïdes que j'avais dans mon soutien-gorge, qui m'a dit bah vous inquiétez pas, je vous appelle quand c'est prêt. Enfin, ça peut paraître ridicule, mais moi je reste convaincue que c'est grâce à tous ces gens que ça a fonctionné en fait. Et puis voilà, d'où l'importance. Aujourd'hui, je dis toujours aux gens autour de moi qui vivent des parcours comme ça, c'est l'importance de se sentir bien en fait. Et toi, tu as l'impression du coup que ça venait que de là ou que du coup, vous aviez peut-être aussi un peu lâché prise sur ce... Oui. C'est ça, hein, c'est aussi. Ce que j'ai cru comprendre Ouais, avant. Donc, clairement, je pense qu'il y a des deux. Il y a ce côté énergie, ça, moi, je reste convaincue. Parce que, en fait, ton métier, si tu le fais avec le cœur ou pas avec le cœur, je pense que tu n'as quand même pas le même résultat au final. Et puis, c'est pas pour jeter la pierre aux médecins qui nous ont suivis avant, hein, mais là, le laboratoire qui s'occupe de ça, ils font que ça. Enfin, je me dis, il y a des personnes qui toute la journée font que ça. Oui. Et je pense que tu y mets pas la même implication que quand tu fais ça une fois tous les 6 mois. Donc il y a l'énergie et il y a aussi, je pense quand même, ce côté où nous, on était résignés de se dire qu'on n'irait pas plus loin. On s'était autorisé de se dire qu'on se payerait 1 ou 2 inséminations supplémentaires si besoin. Mais sinon, voilà, on avait dit qu'on ne dépenserait pas toutes nos économies pour peut-être avoir un enfant. Parce que, voilà, il n'y a aucune... Bon, toi qui as lu mon livre, tu sais que c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup parce que à un moment donné, alors moi je suis pas allée, on n'a pas eu besoin d'aller dans ce chemin médical en guillemets, mais je pense effectivement que c'est un questionnement qui est important à avoir à un moment donné, de se dire ok, qu'est-ce que je suis prêt, jusqu'où je suis prêt à aller pour quelque chose que... Enfin, tout ce temps, voilà, donc du coup, ça a mis 9 ans, alors finalement, grosso modo... oui, grosso modo, les premières années, je les compte pas trop, parce que, on sait pas, les premières années, on s'est pas vraiment pris la tête, enfin, je veux dire, oui, entre le moment, on le dit toujours, là, il a 8 mois, mais il devrait avoir 8 ans, enfin, si cet enfant était arrivé, quand on a vraiment, nous, eu cette envie... il serait déjà à l'école. Il m'empêcherait pas de dormir la nuit. Ouais. Ça viendra encore. Oui, ça viendra encore. Non, mais je rien, mais voilà, ouais, c'est un long parcours. Et puis, comme on en discutait aussi, la PMA, moi, je trouve que c'est important qu'on dédiabolise le truc ou qu'on libère la parole parce que, en fait, moi, j'ai remarqué, j'en ai tout de suite parlé sur les réseaux. Alors, j'ai déjà parlé de mon syndrome, et puis après, j'ai parlé de la PMA, et puis à la fin, je parlais quand même presque ouvertement. Enfin, je disais pas demain je vais en insémination, mais je veux dire, voilà, je partageais. Et le nombre de personnes, en fait, qui m'ont écrit pour me dire merci, ou pour me dire courage, moi aussi, je suis passée par là, tu sais, tel et tel enfant. Enfin, même des mamans dont je me suis occupée des enfants en crèche, et qui me l'avaient jamais dit, hein. Pourtant, voilà, en crèche, on crée quand même une relation avec les parents, de me dire, ah oui, tel et tel, il est né grâce à une FIV. Et ça t'a fait quoi d'apprendre ça? Mais ça m'a fait du bien. Je trouve que, voilà, en Suisse, les couples que je côtoie qui vivent ça, on est quand même beaucoup à se plaindre de la prise en charge financière. Faut quand même être honnête, parce que tout le monde n'a pas la possibilité. Même les inséminations, hein, finalement, une seringue, c'est environ 600 francs. Tu payes les 10%. Hein. Donc, puis on parlait des trajets. Je veux dire, des trajets, il n'y a personne qui te les rembourse. Enfin, et c'est une charge supplémentaire, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, en Suisse, on dit toujours qu'on veut que ça change, mais par contre, il ne faut surtout pas dire qu'on a des problèmes de fertilité et puis qu'on fait de la PMA. Et moi, je reste convaincue que si on veut que ça change, il faut le crier sur les toits. Non, mais j'exagère, mais... voilà, il faut que les gens, ils osent le dire, et puis que les employeurs aussi soient au courant de pourquoi on part. Parce que ça aussi, hein, c'est bien beau, mais ça fait pas mal de manquements de boulot. Et puis, typiquement, un jour, tu vas au contrôle, puis on te dit, demain, on fait une insémination. Donc, en fait, là, tu fais des pieds et des mains pour pouvoir t'absenter. C'est ça, ou trouver quelqu'un qui te remplace. Et je disais toujours, moi, je pense que quand je travaillais en crèche, typiquement, ça aurait pas été possible. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que ça m'aurait rajouté une charge énorme de me dire, je plante mes collègues
Et puis, c'est ce qu'on disait. Nous, quand on allait faire les inséminations à Neuchâtel, on partait... lui, il devait donner son sperme entre 7 et 8. Mais les inséminations, c'était à partir de 13h. Ouais, t'as toute la journée qui reste. Donc, t'es toute la journée loin. Puis, tu fais quoi? Tu sais pas quoi faire pour meubler entre deux, hein, aussi. Et puis, tu dis à ton patron, je suis pas là toute la journée, parce qu'on se voyait quand même mal y aller avec 2 véhicules. Enfin, hein, monsieur le matin, rentrer à la maison, puis après moi partir. Et puis, donc, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pénible. Les employeurs doivent être compréhensifs. Enfin, ça implique plein de choses et je trouve que ça doit bouger, quoi. On est encore un peu en 1900 en Suisse. D'ailleurs, le médecin à Neuchâtel m'avait dit, quand il m'avait expliqué, il m'avait dit, ouais, des inséminations, voilà, les caisses maladies suisses en remboursent 3 à condition à partir du moment où ils vous donnent l'autorisation. Parce que tu dois demander l'autorisation à la caisse maladie, même si c'est compris dans la base, en fait, ça. De toute façon, c'est autorisé. Ok. Tu dois valider qu'ils le payent à l'avance. Exactement. En fait, c'est eux qui valident et tu peux pas acheter ton traitement avant qu'ils aient validé. Moi, typique, le cas, c'est avéré que mes règles ont débarqué, je devais commencer les traitements et puis la caisse maladie me disait « Ah non, mais tant que vous avez pas reçu la lettre de réponse... Ah, donc tu dois recevoir vraiment le... Sinon, ils te remboursent pas. Donc, en fait, j'avais pas pu aller acheter mon traitement le premier mois parce qu'il ne m'avait pas encore répondu. Mais c'est qu'une question, en fait, de paperasse. Enfin, c'est vraiment juste le stamp, la signature sur la lettre type qui renvoie. Et puis, donc voilà, c'est des parcours lourds médicalement et physiquement, mais aussi émotionnellement, je trouve. Et c'est quoi qui a été le plus dur pour toi dans tout ce marathon? Ou pour vous? Le plus dur, pour moi, il a été après, en fait. Parce que cette grossesse, elle était attendue depuis 1000 ans. Et en fait, j'ai très mal vécu ma grossesse. Et alors, je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas eu d'accompagnement psychologique. Maintenant, avec du recul, 8 mois après, j'arrive à me dire que certainement, s'il y avait eu un soutien, peut-être émotionnel ou autre, de ce parcours, autre que celui que je suis allée chercher à gauche, à droite, mais vraiment, voilà, des gens qui vraiment sont là pour ça. À partir du moment où tu es tombée enceinte, tu dis... parce que déjà, il y a le fait de ne pas vouloir y croire, parce que quand même après 8 ans d'essai actif, on va dire ça comme ça, tu te dis, non, c'est pas possible, il va y avoir un couac. Enfin, je sais que quand j'ai fait mon test, je suis allée me coucher, enfin, j'ai fait mon test à 5h du matin, c'était le 18 mai, je crois. Je me suis réveillée à 5h du matin et puis je me suis dit, du moment que tu vas faire pipi, fais pipi sur ton test de grossesse. On sait que les premières urines sont plus, voilà. Et puis je me revois, j'étais assise sur mes toilettes, j'ai vu cette deuxième barre apparaître. Puis je me suis dit, non mais merde, il est défaillant le test, enfin je sais pas, il fonctionne pas. Bref, je sais pas combien de temps je suis restée à pleurer sur mes toilettes. Je suis retournée me coucher et puis mon mari me dit, c'est négatif, hein. Parce que ça faisait des semaines que j'avais mal au ventre. Puis là, je le regarde, puis je dis, non, en fait. Et puis là, tout de suite, je lui ai dit, non, mais te réjouis pas. J'ai dit, c'est pas parce que le test il est positif que je suis vraiment enceinte. Genre, c'est sûrement une erreur. Alors voilà, c'est ça, c'était une erreur. Après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. Donc en fait, dans mon parcours, j'ai lu énormément. J'ai visionné plein de choses. Et puis... du coup, j'ai appris plein de choses, des choses positives, mais aussi des choses moins positives, parce que du coup, tu te fais des films sur des trucs que si j'avais pas lu tout ça, jamais j'y aurais pensé. Mais je disais, tu vois, ça peut être une grossesse molaire, ça peut être un œuf blanc, ça peut être machin. Il me regardait comme pour dire, Enfin, voilà. Et après, c'est vrai que, j'ai eu une grossesse pas drôle. Et il m'a fallu du temps pour oser dire que, en fait, non, je détestais être enceinte. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est ça qui a été le plus dur. Et après, pour le couple, c'est pas facile. Parce que tu perds en spontanéité, tu perds en naturel. Tu reviens un peu en arrière. Sur le parcours, Le parcours, je pense que c'est pour le couple, faut s'accrocher aux branches, quoi. Comment, toi, tu l'aurais imaginé? Et à côté de ça, qu'est-ce que tu as vécu, quoi? Alors moi, je voyais vraiment le truc... mais merci les réseaux, non mais peut-être pas que, mais
Après, je reviendrai sur le fait que ton livre m'a sauvée, je pense vraiment. Non, mais vraiment. Mais de base, je me disais, bah, c'est magnifique d'être enceinte, en fait. Et puis t'es rayonnante. Mais tout le monde te le dit, en fait. Il y a peu de femmes qui osent te dire non, en fait. Et moi, quand j'ai commencé de le dire, je vois même au boulot, mes clientes, elles me disaient, ah ouais, non, mais moi aussi, hein, c'était les pires moments de ma vie. Genre, ah, mais j'en ai eu 3, hein, mais j'ai détesté être enceinte. Puis là, tu te dis, ah ouais. Et un jour, une copine m'a dit vraiment, mais c'est pas parce que tu l'attends depuis bientôt 10 ans que t'as pas le droit de dire que c'est de la merde d'être enceinte, en fait. T'as le droit de... Donc voilà, moi, j'avais vraiment imaginé le truc tout beau, tout rose, hein, le petit ventre, machin, tout va bien. Maintenant, j'ai eu 6 mois de nausées, j'ai eu 8 mois de sciatique. J'ai vécu 5 mois avec 2 attelles au poignet parce que j'avais tunnel carpien et tendinite des deux côtés. Donc à la fin, je pouvais vraiment plus rien faire, quoi. Je veux dire, je pouvais plus coudre, je pouvais plus m'occuper. Enfin, après, il y a un côté où j'ai bien vécu, ça m'a permis de me lâcher la grappe, par contre, bah, sur tout ce qui était alimentaire, etc. Parce que j'ai un gynéco qui est très très cool qui m'a dit non, mais arrêtez de vous prendre la tête, hein, ça, il n'y a pas lieu d'être, ça, il n'y a pas lieu d'être. On est en Suisse, on n'est pas au fin fond de la brousse. Ah, donc tu dis quoi? Tu dis ce que tu pouvais manger ou pas pendant la grossesse. Et puis, ben, tout ce que je me suis restreinte par le passé en PMA, là, vraiment, j'ai vécu, quoi. Aujourd'hui, je regrette parce qu'il y a des kilos que j'arrive pas à perdre, mais... Ouais, ça, c'est un autre problème, j'ai Absolument, envie de te dire. C'est autre chose, mais voilà, je me suis lâché la grappe et puis on a vécu, on est allé au resto, voilà. Mais après, bah, c'est vrai que, ouais, la grossesse, bah, c'est pas... Enfin... Oui, il y a des moments magnifiques, hein, quand tu sens bouger ton bébé, quand ça j'ai beaucoup apprécié. Mais, ouais, franchement, c'était... Voilà, au jour d'aujourd'hui, si je tombe de nouveau enceinte, ça sera peut-être différent. Peut-être parce que maintenant, je m'autorise à me dire, ben voilà... C'est la merde. C'est la merde, oui. Et ton livre, non mais je me revois parce que j'ai fini de le lire, ben, on était en vacances en Bretagne. Ben, c'est à peu près quand je l'ai annoncé que j'étais enceinte, donc j'étais à environ 4 mois. Et là, mon gynéco, il m'a dit, non mais vous inquiétez pas, les nausées, la fatigue, tout ça, vous verrez, ça va passer. Que dalle, en fait. Bah, ça dépend. Oui, mais moi, je pense que lui, il essayait de me rassurer parce qu'il voyait bien aussi que j'étais assez dépitée. Et puis, bah, je lisais ce livre, et puis c'est vrai que maintenant, enfin, le prototype de ton livre... Ouais, c'est vrai, c'était le prototype. Ouais, avec le recul, ben, je me dis, ça m'a vraiment permis de me dire, ah, mais purée, c'est normal, enfin, c'est normal de ressentir ça ou t'es légitime. Enfin, moi, ça m'a vraiment permis de me dire, si t'as le droit, en fait. Et puis, alors, il m'a encore fait du bien plus loin, dans la maternité, mais déjà là, je me disais, ben oui, en fait, si, j'ai le droit de dire que... Ouais, c'est pas tout beau tout rose, quoi. Ouais. Mais c'est fou, hein. En fait, ce qu'on s'autorise pas. Oui. Parce qu'on pense que, ou parce que les autres n'ont pas dit, et comme tu dis, à partir du moment où on en parle, tout d'un coup, il y en a plein comme des fleurs qui poussent, il y en a plein qui disent « Ah, mais moi aussi, c'était la merde, ah, mais moi aussi, c'était la merde », c'est incroyable. Hein. Mais j'ai eu une grossesse sur le papier, je veux dire, idyllique, avec un bébé qui s'est développé parfaitement, sans aucun problème. Mais, ben voilà, il y avait ce côté, je pense, culpabilité de se dire, tu l'as attendu longtemps, donc il faut que ça soit tout beau, tout rose, quoi. Il y a un peu ce truc que, entre la santé physique et la santé mentale, c'est que jusqu'à maintenant, ça sort un peu de partout, hein, pas forcément que pour la maternité mais, ou la grossesse ou tout ça, mais c'est qu'on on a toujours beaucoup mis l'accent sur la santé physique, dans tous les cas de figure, hein, en omettant de parler ou de mettre de la conscience sur la santé mentale. Et puis, je veux dire, si on est une personne, ben, c'est moitié-moitié, quoi, finalement. Ah, mais puis, totalement. Puis c'est vrai que, on néglige. C'est vrai que en PMA, voilà, on va traiter ta cause d'infertilité, mais on va pas du tout s'intéresser à ton mental et à ce que tu vis. Enfin, c'était vraiment, j'arrivais le matin, puis tu me disais « Bonjour, Madame Charmier, ça va ?» Mais tu voyais bien que la personne en face, en fait, elle n'attendait pas de réponse. Mais les quelques fois où je disais, ouais, bof, allez, ça veut aller. Non, mais en fait, c'est pas toi qui subis les injections, les traitements. Non, ça va pas aller, en fait. Et comme tu dis, je crois que, on néglige trop la santé mentale. J'ai quand même été bien soutenue, mais je pense qu'il devrait exister plus de... On en parlait avant, de cercles de parole,
je sais pas, de café-rencontre autour de la PMA ou je sais pas, où tu peux aller échanger avec d'autres couples, avec juste des fois de vider son sac. T'as pas forcément besoin d'avoir une thérapie ou d'avoir un résultat au bout, mais juste de dire ouais là c'est bon quoi, j'en ai ras la jatte. Et je vois que moi, ça a fait du tri dans ma vie parce qu'il y a des gens autour de moi qui comprenaient pas. Qui comprenaient pas quoi? Que j'ai pas envie de sortir ou que je sois pas bien par moment. Parce que finalement, je pense que si tu l'as pas vécu, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça implique. Tu vois, quand tu dois tous les soirs à 19h te faire une injection, t'as pas forcément envie d'aller au restaurant. Parce que tu sais qu'il faut le prendre avec, et puis ça doit être au frigo, donc... j'avais ma petite... Alors, on l'a eu fait, hein, j'avais ma petite glacière, enfin, je me suis piquée dans des endroits absolument improbables. Mais ça aussi, pour en revenir aux choses cachées, moi, je me suis toujours piquée à la vue de tous. Je refusais d'aller faire ça dans les toilettes d'un bar. Parce que je trouve que non, quoi. Enfin, Et puis, ça a des fois fait des discussions, parce que du coup, les gens ils disent « Ah, tu es diabétique !» Non, pas du tout. En fait, ils assimilent ça à une nécessité. Ouais. Et alors qu'en fait, ça se rapproche plus du souhait, de quelque chose de... Exactement. Donc voilà, j'aurais eu besoin, je pense, juste d'un truc où tu peux aller, tu vides ton sac et puis tu repars. Une question intéressante par rapport à votre couple finalement, parce que ça fait quand même des sacrées montagnes russes. Ouais. Ça a été quoi la clé pour vous, pour votre relation de couple, pour finalement que vous arriviez à passer ça? Alors, je pense que ça a été... Je pense qu'il y a deux choses. Même si maintenant, avec une troisième personne dans le couple, c'est plus compliqué. Mais... Ça, Ouais, mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ce qui nous... Alors, avec Marc, on n'a pas trop besoin des autres, en fait. Ça peut être vu très négativement, hein. D'ailleurs, on a des gens de notre entourage qui le voient pas bien. Mais moi, je m'ennuie pas quand je suis avec mon mari. En fait, j'ai pas besoin de... Oui, j'ai besoin de voir mes copines de temps en temps, mais je veux dire, j'ai pas besoin de me dire « Oh, ce week-end, il faut que je sorte pour me changer les idées. » Parce qu'en fait, on fait plein de choses ensemble qui nous conviennent aux deux. On va beaucoup marcher en forêt, c'est ridicule, hein, on va aux champignons. Non, c'est absolument pas ridicule. C'est vrai que tous les dimanches, on a notre petite tradition et qu'on fait perdurer maintenant avec notre fils. On va aux champignons les dimanches d'automne, enfin, voilà. Et je pense que c'est ça, le fait qu'on ait beaucoup de passions en commun, beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Voilà, il est menuisier charpentier, donc c'est vrai que quand je me lance dans des projets de rénovation de meubles, je l'ai toujours sous le coude. Je l'ai toujours sous le coude pour les trucs que j'arrive pas à faire. Et puis, c'est vrai qu'avant d'avoir Léo, on passait beaucoup de temps à l'atelier ensemble, à bricoler. Et puis, quand même, la communication. Et puis, et je pense quand même, et des deux côtés, je sais pas, il me redira le jour où il écoutera le podcast, mais je pense que lui aussi, il a appris à en parler de nos problèmes de fertilité, ce qui est encore plus rare chez les hommes que chez les femmes. Encore plus rare dans le monde du chantier. Je peux m'imaginer, qui est quand même un monde très macho, et puis faut quand même pas oublier que les hommes en général, et même dans notre entourage, des gens d'un certain âge où on touche à la fertilité de l'homme, pas à la fertilité, virilité. À la virilité de l'homme quand on parle fertilité, alors que j'ai envie de dire, c'est rien à voir. Je pense que la communication, et puis de parler ouvertement de ce parcours, et puis ce côté où on a quand même pas mal de choses en commun. Les champins, Ouais. Très bien. Très bien. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui change dans votre vie avec la venue du petit bonhomme Avec la venue du petit bonhomme, il y a la fatigue. Quand on est fatigué, on se rend compte qu'on ne sait plus trop communiquer. Et il y a, moi, quand même, le côté où moi, en tant que maman, j'ai l'impression que j'ai plus rien d'autre, en fait. Alors là, je te le disais tout au début, j'ai pris la décision de quitter mon travail, qui est pourtant un emploi que j'aime beaucoup, mais parce que je ne me sens plus du tout à ma place. Et puis qu'il y a trop de choses qui me manquent, que j'arrive pas à faire, puis que... Alors plein de gens me diraient « t'as qu'à le faire garder plus, en fait ». Parce que je fais garder mon fils les 2 jours où je travaille. Et du coup, tu travailles à 60% 50. 2 jours et un samedi sur 2. Le samedi, c'est papa, parce que lui, il travaille pas le samedi. Mais donc, il est gardé 2 jours par semaine. Ouais, 2 jours par semaine, mardi, mercredi. Mais du coup, moi, j'ai plus du tout de temps pour autre chose. Si je veux un petit peu de temps pour mon couple, un tout petit peu de temps pour ma maison,
parce qu'accessoirement, faut quand même des fois nettoyer, faut quand même faire la lessive. Le jour avant et le jour après, mes 2 jours de travail, il a besoin de fusionner avec moi. Donc, en gros, je fais pas grand-chose d'autre que d'être avec lui. Mais du coup, ouais, la fatigue, du coup, la communication, c'est plus chaud, quoi, hein, dans le couple. Donc voilà, là, on est encore en mode tâtonnement pour trouver notre équilibre. Et puis, T'as dit quelque chose avant qui t'a fait, je pense, remonter une émotion quand t'as parlé de regret. Pourquoi tu dis on n'a pas de regret on n'a pas de regret parce que ce petit, il est incroyable. de l'avoir fait. Ouais, de l'avoir fait. Et puis de tout ce qu'il nous apporte, en fait. Là, maintenant, il est... Alors, est-ce que c'est cette phase qui fait que... Mais il est dans cette phase, la peur de l'abandon, à fond. Et du coup, des fois, la nuit, quand il se réveille, parce que il dort toujours avec nous en cododo, mais des fois, au bout d'un moment, j'arrive plus à le rendormir dans sa partie de nuit. Il a un petit lit à côté. Ouais, il a un petit lit, mais vraiment fixé à notre lit. Et du coup, comme cette nuit, mon mari m'a dit, ouais, mets-le entre nous deux. Et puis, en fait, on le met entre, et puis il nous tient les deux. Alors, comme pour faire ce lien, mais comme aussi pour dire, vous êtes les deux importants pour moi. Enfin, il y a vraiment... Et puis, c'est vrai qu'on s'émerveille chaque jour. Je parle beaucoup du sommeil parce que c'est vrai que je pensais pas que ce serait si horrible de manquer de sommeil. Et je me dis que je crois que c'est la pire des tortures qui puissent exister. C'est fou. Avec le recul. Ça nous met dans des états, en fait, on en parlait en privé, mais je pense que je suis passée vraiment pas loin de la dépression. Je pense que j'avais même un bon pied dedans. Et c'est vraiment le sommeil qui m'a permis d'inverser la balance, si on peut dire ça comme ça. D'avoir un moment de répit. Je pense que bébé l'a compris, en fait. Enfin, j'ai verbalisé les choses aussi, mais... Puis on a eu un moment de répit où il dormait un peu mieux et puis ça m'a permis de me ressentir plus moi-même, on va dire ça. Il nous apporte bien plus que ce qui nous complique, mais on doit réadapter beaucoup de choses. Mais je crois que j'apprends rien aux gens qui ont déjà des enfants. Moi, je pense que c'est chez tout le monde. En fait, c'est une éternelle question. Je pense que c'est pour tout le monde, à quelque part, un peu la même chose. Oui. Et en même temps... c'est pour tout le monde différent, quoi. Totalement. En fait, on a beau te dire, tu peux pas te préparer. Non. Tu peux pas... Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression que tout ce parcours, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais échangé avec des gens qui ont des enfants... serait suffisant. Puis je savais que ça allait être la merde, et puis que ça allait être compliqué, et puis que j'allais être fatiguée, et puis en fait, non, je savais rien du tout. Ouais. Et puis réveille en moi des émotions que j'aurais jamais pensé. Ouais, ça c'est le truc le plus barge, je pense. Ouais, ça c'est le truc le plus barge. C'est absolument dingue. Et je dis toujours, c'est mon meilleur thérapeute parce que toutes les choses que j'ai pas fini de régler, ouais, il me les sais même pas. Ouais, ou tu sais même pas. Tu sais même pas que tu dois régler. Il me les renvoie dans la tronche puissance 1000 en fait. Et je pensais que ça arriverait mais plus tard avec le langage, avec je sais pas. Mais déjà maintenant, après, voilà, on a aussi un petit garçon qui est hyper éveillé, hyper intéressé, et qui t'as l'impression que vraiment ça cogite déjà fort dans sa tête. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, je sais pas. C'est quoi pour toi, finalement, être parent ? C'est le plus beau et le plus pénible des jobs, on va dire. Parce que je trouve ça exceptionnel, en fait, d'être là pour accompagner un petit être qui a décidé de débarquer dans notre famille. Et d'un autre côté, c'est ultra difficile parce que je voulais être une maman bienveillante, tout ça, qui crie pas. Ouais, ça touche. Ouais, c'est là l'autre jour, j'avais un truc au boulot le soir, je suis partie en claquant la porte et j'ai dit à mon mari, il est en train de me faire devenir la pire version de moi-même, cet enfant en fait. Il est en train de me faire devenir tout ce que je ne veux pas être parce que j'ai passé ma journée à lui hurler dessus. Parce qu'il n'a pas dormi. Il était fatigué, j'étais fatiguée. Et puis, je suis partie de la maison en me disant, mais en fait, j'ai fait que de lui crier dessus, alors que je prône une éducation bienveillante. Je dis à mon mari, il faut qu'on lui laisse le choix, il faut qu'il ait confiance en nous, faut que... Puis en fait, dans la pratique, je suis là, oui, ok. Donc ouais, c'est vraiment... Être parent, c'est une ambivalence constante. Puis le côté magnifique et horrible. J'ai noté encore cette notion de culpabilité. Je crois qu'elle sera tout le temps là... C'est dur, hein. C'est dur, ouais, c'est dur. Mais du coup, t'as fait la connaissance de la culpabilité au début de... Ouais, avant même son arrivée, finalement, bien avant. Et je pense qu'il y a plein de mamans qui, pas du tout. Alors moi, c'est mon cas.
Moi, la culpabilité, elle a toqué à ma porte le jour... Enfin non, peut-être un peu... peut-être quand je suis tombée enceinte. C'est vrai que moi, il est arrivé assez vite, finalement, cette culpabilité dans le côté infertilité. Puis d'un autre côté, j'ai l'impression que plus tu te culpabilises, plus tu le crées. Enfin, plus tu crées... le nourris, en fait. Ouais, plus tu le nourris, et puis plus comme je reste convaincue que finalement dans l'infertilité, tu as aussi l'émotionnel et l'énergétique, plus tu nourris ça et plus ça aggrave les choses. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Je pense que moi, notre parcours, il a vraiment vrillé quand je me suis enlevée une des parts de culpabilité parce que y en avait aussi de l'autre côté. Enfin, non, mais c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'était plus juste de ma faute. C'est drôle parce que par rapport à mon parcours PMA, j'arrive maintenant vraiment à prendre du recul et à me dire que si on a eu ces difficultés, c'est pas pour rien. Et peut-être que la vie, elle veut que j'en fasse quelque chose parce que c'est vrai que voilà, comme je disais, d'en avoir parlé ouvertement pendant mon parcours, d'avoir du retour de gens, je me dis, mais il y a quelque chose à faire. Puis on a quand même pour projet déjà de faire un cercle de parole, quelque chose comme ça, l'année prochaine. Si entre-temps, il y a une personne qui tombe sur cette vidéo et qui aimerait venir te poser des questions, oui. Elle peut venir te poser des questions où? Alors, sur les réseaux, c'est le plus simple pour me contacter. Sur Instagram. Sur Instagram, c'est quand même là que je suis le plus active. Facebook aussi. Je mettrai les liens des réseaux. Et puis, j'avais envie de te poser une dernière question. Oui. C'était aujourd'hui, avec tout ça, tout ce qu'on s'est dit, tout ce que tu vis, tout ça, qu'est-ce qui te met finalement chaque jour du baume au cœur, te remplit d'amour? Quand même clairement mon fils. Voilà, rien que de le dire. En fait, me réveiller le matin et de voir son sourire. Je me dis que tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. Et puis, et que même si maintenant on a des difficultés, même si ça chamboule ton couple, même si je crois que ça vaut la peine, en fait. Donc c'était aussi ça que tu avais envie de partager, de passer ce message que faut s'écouter, faut se faire confiance. C'était ça que... C'est vraiment... Comme je le disais à un moment donné, si on se sent pas en phase avec le médecin qui s'occupe de nous, si on est en PMA, mais ça peut être transposé à d'autres situations. Et il faut se faire confiance parce que je pense qu'autre chose va s'ouvrir. Et puis voilà, puis quand je suis allée à mon dernier rendez-vous à Neuchâtel, le médecin il m'a dit « Vous faites la plus grosse erreur de votre vie ». Et quand Léon il est né, j'ai fait les faire part de naissance et je leur ai envoyé avec une lettre pour leur dire qu'en fait ils devraient faire confiance à leurs patients et puis les laisser exprimer leurs émotions et s'écouter. Je reste convaincue, comme tu dis, qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut essayer d'aller au bout des choses. Et puis c'est vrai que aujourd'hui je suis fière en fait de mon parcours et puis je pense que la cerise sur le gâteau c'est mon fils et son sourire le matin. Vraiment, quand le matin il est à côté de moi puis qu'il vient faire comme ça pour me réveiller, je crois que ça n'a pas de prix et puis ça vaut les nuits sans sommeil et puis ça vaut les difficultés du moment. Voilà. Trop bien. Cool. Merci Elodie. Merci à toi.